Messieurs, une étude plus approfondie de votre offre démontre qu'elle n'est pas si généreuse que ça. Nulle part, il n'est fait état d'indemnité pour les dirigeants. Deuxièmement, vous ne parlez pas de ce que vous conserverez. Messieurs, nous comprenons vos objections sur cette fusion. Ce n'est pas une fusion. Vos actionnaires ont d'ores et Nous déjà avons des parlé raisons de pour vous. penser que le cours a été Franchement, manipulé. messieurs, nous avons anticipé votre désaccord. Nous ne serons pas une filiale de Nos Kroll. avocats sont prêts à en débattre avec les vôtres devant la COB. J'ai cru que le fils allait exploser quand tu lui as parlé de cette histoire. À propos de la COP, quel coup brillant. Comment c'est déjà qu'il est triste de voir un homme éreinté passer Il est triste la main. de voir un homme éreinté passer la main et quitter la sainte table du poker. C'est ça la réplique. C'est tout à fait vrai. 3 générations ont dirigé cette boîte. Je m'attendais à un peu plus de résistance. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Hugo et d'une invitée de marque, Madeleine. Madeleine, plus de qualificatif parce que associé ne lui convient pas. Donc nous sommes en compagnie de Madeleine à Berlin. Merci Fouad, merci Hugo. Je suis ravie de revenir parler cette fois-ci enfin de reprise d'entreprise. Nous avons plein de choses à raconter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Fouad, merci Madeleine de nous accompagner et de nous honorer de ta présence. Nouvel épisode de notre Building Public dans lequel nous allons revenir sur l'opération de reprise d'entreprise que nous avons documentée et que nous avons mis un peu en pause pour vous tenir au courant et vous partager son évolution et comment, à travers un mécanisme très simple, on a en quelque sorte forcé le cédant à octroyer plus de 2 millions d'euros de crédit vendeur. Tout à fait, une forme de casse du siècle à l'échelle de la TPE. Donc ça nous a permis finalement d'essayer d'obtenir finalement un financement hors norme octroyé par le vendeur d'une façon assez originale dont on parlera peut-être dans cet épisode ou dans un autre épisode. En tout cas, on a énormément de retours à faire sur cette première expérience. D'ailleurs, nous allons faire un épisode entier sur le crédit vendeur parce que le crédit vendeur, il faut comprendre et il faut apporter un peu de nuance. C'est une arme redoutable, mais si tu le présentes simplement comme il est présenté sur Internet, c'est une quasi-garantie d'échec et c'est anti-efficient, si on peut le dire comme ça, Fouad. Le crédit vendeur existait avant que Internet, la version 2.0, on va dire, avant que cette version nous en parle. Et en fait, le crédit vendeur est un outil très puissant, mais comme tout outil, il dépend de son utilisation et surtout de l'utilisateur. Et avec une synchronisation très particulière, on peut vraiment avoir des résultats remarquables avec le crédit vendeur. Et vraiment là-dessus, on a eu à travailler sur le déploiement assez intelligent et stratégique de l'utilisation du crédit vendeur, un peu pour faire un parallèle dans l'immobilier. La même chose que la holding en 5 temps, la valse en 5 temps. Et le non-respect de la synchronisation fait que l'outil ne fonctionne pas, tout simplement. Et c'est même pire que cela, en fait. Si tu l'utilises mal, il se retourne contre toi immédiatement. C'est comme la holding, ouais, c'est un bon parallèle. Il est indispensable, il est très puissant, mais mal présenté, c'est le refus de prêt en immobilier et c'est le claquage de porte en c'est la rachat proposition rejetée, tout à fait. Également, vous avez été nombreux à nous contacter pour savoir ce qu'on allait proposer par rapport à la reprise d'entreprise parce que c'est un sujet qui vous intéresse énormément. On est en train de travailler sur un mastermind. Vous pouvez laisser votre email et on verra comment on va le faire, mais ça sera début d'année 2025. Donc, n'hésitez pas à laisser votre mail et échanger avec nous si c'est un sujet qui vous intéresse. Le but de ce building public va être de partager le rachat d'entreprise en quelque sorte en live, les succès et les échecs, partager de l'intérieur les difficultés pour comprendre tout le mécanisme, parce que c'est très dur à comprendre par rapport à l'immobilier. L'immobilier, tu as une offre d'achat, tu as un compromis, et ensuite tu as le financement. Disons que l'immobilier, on a un parcours plus classique et il y a moins de remous quelque part, il y a moins de variabilité, il y a moins d'instabilité, et notamment par rapport aux vendeurs. Une fois qu'on a contractualisé par le biais du compromis, ça ne se joue en règle générale que par le biais du financement bancaire. Donc plus simple, je dirais plus simple quand on est bien préparé
Et la reprise d'entreprise exige un niveau de préparation et une palette de compétences encore plus large, je dirais. On a décidé de découper ce podcast en plusieurs parties, en 3 parties pour être précis. On va revenir sur le projet. Pourquoi avoir décidé de passer la main, et ce, malgré un crédit vendeur de plus de 2 millions d'euros offert par le cédant? Ça, c'est important de le préciser, on l'expliquera. Et quel enseignement on peut en tirer pour les gens qui nous écoutent? D'abord, il est important de préciser quelque chose, c'est que le dernier épisode que nous avons publié, ça remonte à du temps. Il faut comprendre également, d'un point de vue temporalité, qu'un rachat d'entreprise de manière sérieuse, ça prend du temps. Fouad. Je pense qu'un rachat d'entreprise, ça prend au moins 2, voire 3 fois plus de temps qu'une acquisition immobilière, voire plus. Évidemment, il y a de l'inertie qui est assez naturelle. Il y a aussi un attachement émotionnel par le cédant, un attachement émotionnel de son entreprise, ce qui fait que ça prend encore plus de temps. Et là, on était quand même sur une reprise qui était quand même sur un montant 3 à 4 fois plus important que ce qui se fait en moyenne. Et notamment avec des points de référence qu'on a sur une association nationale de repreneurs d'entreprises où on a appris que le panier moyen d'acquisition est de l'ordre de 800 000 à 1 million d'euros. Donc on était sur un rapport de 3 voire 4 et donc évidemment ça prend du temps. On a eu également Madeleine qui nous a rappelé que vous avez signé une NDA. Une clause de confidentialité. Oui, ça me paraît quand même relativement important. On en avait discuté, hein, vous m'aviez dit, mais non, on a quand même très très peu de risques qu'ils écoutent le podcast. Moi, c'est plus vis-à-vis en fait de mes engagements. J'avais signé une clause de confidentialité. Je ne tenais pas à ce qu'on parle en fait. En tout cas, pendant la période la plus critique. Ça ne veut pas dire pendant toute la phase du rachat, puisqu'on a quand même eu un premier podcast. Mais pendant la partie la plus sensible en fait de négociation, de ne pas en fait évoquer le sujet et que le cédant et de la technique et que le cédant tombe dessus, ce qui est quand même arrivé en bout de course, et que ça vienne pirater notre négociation. Et il y avait l'intermédiaire également dans le jeu. Il y avait l'intermédiaire, mais c'est le cédant. C'est le cédant qui est tombé sur ton profil LinkedIn et tu partageais le podcast. Bon. Donc voilà, oui. Donc il fallait vraiment ne pas nous mettre à risque. Ça aurait été vraiment dommage. Donc pensez. Quand vous avez un podcast, même s'il n'est pas très écouté et qualitatif, il est possible que le cédant l'écoute. Donc, partagez pas vos techniques en amont. Et quand on y repense, c'est tout à fait normal qu'un cédant s'intéresse à l'acquéreur. Ça témoigne du sérieux de l'entreprise et du fait de s'intéresser à qui va reprendre les emplois, la structure, etc. Et surtout en crédit vendeur. Oui, parce que ce que tu mentionnais, Fouad, c'est que l'élément en fait émotionnel est extrêmement important chez le cédant. C'est son bébé, c'est souvent le bébé, là en tout cas c'était le bébé de toute sa vie, 27 ans de professionnel, il avait créé sa société et il arrivait à l'âge de la retraite pour la revendre. Donc il y avait beaucoup d'émotions et il cherchait absolument à s'assurer qu'on n'allait pas lui dynamiter son beau joujou. Et c'est important parce que vous étiez en face de grands groupes, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Fouad. Oui, on était sur une société dont le schéma habituel d'acquisition est effectué par les grands groupes et notamment la qualité de l'emplacement qui est exceptionnelle. Alors ça va pas changer. La qualité de l'emplacement exceptionnelle fait que la cible était intéressante pour les gros groupes qui finalement, et c'est là où on verra, on a fait la différence, s'en fichaient quelque part de la consistance de l'entreprise. Ce qui les intéressait, c'est la qualité de l'emplacement. Et dans l'épisode qu'on voulait publier, sans l'accord de Madeleine, mais elle a bien fait de nous donner le holà, bon, ça n'aurait eu aucun impact au final, mais on voulait expliquer
comment amener le mode de financement, comment on devait utiliser un crédit vendeur et de dire on va faire la proposition de cette manière et on verra si elle était acceptée. Mais vu que la personne écoutait, il aurait pu comprendre le mécanisme. Il se trouve, si je ne me trompe pas, qu'il a été proposé, qu'il a été contre-proposé, mais que c'est lui qui l'a proposé par lui-même. Et c'est la puissance. Fouad, Madeleine, sur ça ? Oui, c'est exactement ça en fait. C'était très intéressant de voir qu'il est revenu avec une troisième proposition très créative. Et j'avoue qu'avec Fouad, on était au téléphone, mais on a vraiment dû en discuter pendant un quart d'heure pour vraiment croire à ce qu'il était en train de faire. C'était très intéressant, vraiment, de se faire proposer en fait un crédit vendeur de 2 millions directement de cette manière-là. Ouais, sans le proposer soi-même, c'est toute la force. Ouais. Ce qui est... Mais on l'avait amené, hein. Il y avait eu quand même, il y a eu 3 étapes, il y a eu 3 étapes et c'est pas non plus arrivé par hasard. C'était le meilleur des scénarios pour nous. Et si t'étais, et ça va être intéressant de savoir pourquoi avoir décidé de passer la main, ça c'est la deuxième partie, et ça peut être intéressant parce que toute société n'est pas bonne à reprendre et que vous étiez, et paradoxalement, Fouad se disait ouais, pourquoi pas le faire, et Madeleine ne souhaitait pas le faire. Mais que se serait-il passé si tu avais fait... Alors, tu n'es pas au fait des stratégies qui sont sur Internet, mais que se serait-il passé si tu étais arrivé en disant dès le départ, je vais vous faire un crédit vendeur ? Mais je connais la réponse en fait. D'abord parce qu'on a rencontré le cédant et son épouse. On a passé une très grosse demi-journée tous les 4 avec Fouad et donc les 2 cédants. Et on a tout de suite vu en fait au profil de la personne que ça aurait été totalement suicidaire de vouloir lui proposer du crédit vendeur. Enfin, il n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et est-ce que tu penses que si tu étais arrivé avec la proposition qu'au final a été pilotée pour qu'il la propose, est-ce que tu penses qu'il aurait accepté si tu étais arrivé, si c'était toi-même qui l'avais proposé au départ ? La proposition qui vous a faite sur plus de 2 millions d'euros de crédit vendeur, si c'était toi qui lui avais fait cette proposition au départ ? Mais je pense que non, justement, c'est ce que je te dis. Voilà. En fait, je pense qu'il nous aurait pas pris au sérieux. Parce que il fallait quand même, il faut passer ce que disait Fouad il y a une minute, c'est que il faut se présenter de manière très sérieuse. On n'est pas là. On n'est pas là pour jouer, en fait. On parle d'une entreprise qui vaut plusieurs millions d'euros, on parle d'emploi, on parle de 27 ans d'une carrière, d'une vie professionnelle. Il faut, avec des conseils de part et d'autre, donc la conversation est sérieuse. Ce qui est intéressant en fait à analyser, c'est qu'au départ, le rapport de force était en faveur du cédant. Et une fois, alors là un parallèle aussi avec l'immobilier, une fois que l'offre d'achat a été contresignée, on a pu reprendre la main quelque part. On a pu reprendre la main sur le déploiement de la stratégie et on a pu pivoter en fonction des informations qu'on a pu recueillir, en fonction des retours des banques, qui ont été également une fonction du domaine d'activité. Et donc là, à un moment donné, psychologiquement, on s'est retrouvé, on s'est senti en position de force. Et là, il y a eu sur cette stratégie du cheval de Troie, on va appeler ça comme ça, il y a eu cette possibilité finalement de reprendre la main, de redéfinir le jeu et finalement de pousser le cédant à aller dans un sens qui nous intéressait. Et donc voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai que c'était très intéressant finalement de décortiquer tout le processus qui nous a amené à obtenir ce crédit vendeur de 2 millions d'euros. Moi j'aime bien la phrase de Machiavel dans Le Prince. Le moyen le plus sûr de contraindre autrui à faire ce que vous voulez, c'est de lui donner l'impression qu'il agit de son propre chef. Exactement, mais ça n'est que de la négociation finalement. C'est un jeu où chacun amène, c'est une partie d'échecs, chacun amène ses pions au fur et à mesure. Et effectivement, obtenir la bonne information au bon moment et l'utiliser au bon moment surtout est capital. Il y avait la problématique également de l'intermédiaire. Et tout rapidement court-circuité, non ? Voilà, alors, tout en le respectant, tout en conservant son rôle au strict minimum, il a été nécessaire également d'envoyer des signaux
directement au vendeur et de s'assurer, par une forme de répétition, de s'assurer que le cédant reçoive bien les messages. Donc voilà, et j'ai pu aussi récupérer directement le numéro de téléphone. Alors, il ne s'agit pas de court-circuiter un intermédiaire pour économiser une commission. Ça, c'est une stratégie de gain de petit. Ce n'était pas un problème de commission, d'ailleurs commission à la charge du cédant. C'était un problème de s'assurer de la qualité du message. Donc l'émetteur, c'est-à-dire nous, on était comment dirais-je, pas préoccupés, mais on voulait absolument être sûr que les cédants reçoivent bien la qualité de l'information et que, parce qu'on a senti à un moment donné que l'intermédiaire prenait un peu prenait des marges de manœuvre, en fait, il nous avait montré des signes de réticence à aller dans le sens de la vente par des alternatives. Exactement. Et ça, c'était très problématique parce que sa résistance psychologique... Mais tu introduis une et son variable. Expérience. Le conseil, il a une expérience. Et ce n'est pas son rôle. Et ce n'est pas son rôle. Le rôle de l'intermédiaire n'est pas d'évaluer les alternatives dans une situation de blocage. Et là, il y a aussi le rôle de l'intermédiaire n'est pas de penser et encore moins de décider à la place du cédant. Ça, c'est quelque chose qui est important à souligner. Et c'est un peu le principe du téléphone arabe. Tu connais le message que tu émets au départ, mais le message qui est reçu est complètement différent. Oui. Donc tu veux éviter toute variable de déformation. Mais plus simple que ça, on l'avait au téléphone ou en visio, pardon, et il nous avait dit je ne pense pas que ça passera. La seule personne en capacité de dire ça, c'est le cédant. Non, et puis ce qui était ennuyant dans cette réponse, c'est qu'il mettait déjà un filtre. Il mettait déjà un filtre, il n'allait pas le présenter avec enthousiasme, mais moi j'avais dit à Fouad de dire voilà l'offre que nous allons faire, appuyer cette offre, et ensuite... Exactement. Mais c'est d'où l'importance, en fait, quand on a rencontré le cédant et sa femme, de la qualité de la relation qu'on a mis en place. On a fini quand même la journée pendant plus d'1h30 sur place, dans l'entreprise, en fin de journée, où en fait on a pu échanger en tête-à-tête. Et là, il n'y avait plus de conseils, et donc ça montrait en fait la qualité de la relation qu'on avait réussi à mettre en une demi-journée, qui permettait ensuite de capitaliser dessus pour que Fouad puisse dire, il appelait directement le cédant en lui disant « Écoutez, là, j'ai une information importante à vous communiquer, j'ai informé le conseil, mais je veux être sûr que l'information que je vais vous donner arrive telle que je veux que vous la receviez. » Donc, et ça n'était possible parce qu'on avait déjà mis cette relation en place. Il y avait une belle connivence. On l'a travaillé, ce message. Il y avait une connivence. C'était en août. C'est ça, oui. J'étais à Bali et on avait bossé un peu sur le sujet. Comment l'envoyer le... Tout à fait. Et du coup, j'en profite pour transmettre un message qui est important également. Il est nécessaire de jauger la qualité de l'intermédiaire, son pédigré, parce que s'il n'est pas à la hauteur, si ce n'est pas un facilitateur, ça veut dire que l'acquéreur doit l'orienter, voire le disrupter. Et ça, c'est important, c'est très difficile à faire parce qu'en fait, l'intermédiaire ne doit pas se braquer. Et si on a un intermédiaire qui est un peu mou, pas très réactif, qui ne croit pas à l'alternative, à d'autres alternatives qu'un financement conventionnel, c'est très compliqué. Et là, il faut prendre la main tout en restant dans une forme de diplomatie pour ne pas braquer l'intermédiaire. Et ce qui est ironique quelque part, c'est que les intérêts de l'intermédiaire sont les mêmes que celui du vendeur et de l'acheteur. C'est de l'acheteur qui est exactement. Et là, c'est pas le sentiment qu'on a eu. On a eu quelqu'un qui, dans un premier temps, a été abasourdi par les difficultés de financement conventionnel. On en parlera peut-être. C'était dû notamment au domaine d'activité. Et ensuite, on n'a pas eu de proactivité. On n'a pas eu de prise d'initiative, de facilitation. Et c'est là où on voit que certains intermédiaires n'ont pour valeur ajoutée que publier une annonce. Et c'est là qu'il faut savoir reprendre la main parce que ça reste quand même une négociation, une acquisition de la science humaine et ne pas laisser la main à l'intermédiaire. Ça, c'est important. Et ça, c'est important parce que également l'intermédiaire, il va dans ton sens,
mais également le cédant, il écoute cet intermédiaire. Il le prend pour... Tu utilisais le terme de conseil. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un agent immobilier qui te fait visiter un appartement est un conseil ? Un très bon. Et là, c'est un intermédiaire. J'utiliserai pas le terme que utilisait un ancien mentor, mais je ne le mettrai pas dans la catégorie de conseil. Un agent immobilier peut te dire que l'appartement est superbe, alors qu'en fait, il y a des fuites et des taches dans le plafond. Enfin bon, et il faut pouvoir s'en rendre compte par soi-même. En fait. Et c'est marrant parce que ça me faisait penser à quelque chose qui est une anecdote. C'est pas du storytelling à deux balles, mais pour parler de l'agent immobilier. Moi, je recherche un appartement, comme vous le savez, en France, dont j'ai des déclarations étrangères, tout ce qui sort un peu du cadre. Et je dis à l'agent immobilier, vous représentez le propriétaire, mettez-moi en relation avec le propriétaire ou assistez-moi dans le sens pour lui dire oui, je sais que le cas est un peu atypique, mais il y a toutes les garanties derrière qui vont bien. Même s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, tu as envie de lui dire au mec, voilà ma déclaration fiscale, même si elle est étrangère, elle reste européenne. Ça vient pas du Burkina Faso et c'est pas exprimé en franc CFA. Désolé pour les gens qui nous écoutent là-bas. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Mais les gens ne sont pas proactifs. Et là, si par exemple tu as le propriétaire qui demande « Ouais, mais j'ai jamais vu des déclarations comme ça », ben l'agent immobilier, au lieu de te défendre, va t'enterrer. Tout à fait. Mais c'était d'ailleurs le sens du représentant du cédant, c'est que quand on a commencé à vouloir parler dans la deuxième phase de discussion, il n'était pas du tout, il voulait revenir sur la première phase et nous obliger à remonter en fait au créneau alors qu'on avait déjà fait le tour de la place de marché. Donc il prenait pas conscience de la réalité. Et que c'était pas le but surtout. Et que ça n'était pas le but. Nous, on voulait déjà avancer en fait sur une autre stratégie. Donc, c'était une diversion. Pour vérifier certaines choses et pousser... Pour moi, c'est un manque d'intelligence situationnelle. En fait, il n'avait pas compris la configuration du jeu à l'instant T et du fait que certaines cartes n'étaient plus disponibles. C'est aussi simple que ça. Et c'est là où un bon intermédiaire ou un bon agent immobilier, au-delà des compétences techniques, est un facilitateur. Ben là où, tu sais, et ça je te l'avais dit au téléphone, le signe qu'il était étonné, c'était le signe qu'il n'y avait pas d'autres personnes sur le dossier. J'ai cru qu'il allait pleurer en visio. Quand on lui a annoncé la nouvelle, j'ai cru qu'il allait pleurer. Oui. Il m'a fait de la peine. Et là, il a révélé une carte. Lui, il se voyait déjà, tu sais, quand... je me voyais déjà en haut de l'affiche. Ah non, c'est Aznavour, ça y a le film en plus, que je vous recommande, qui est excellent. Interprété par le grand Tahar Rahim. Et là, il envoie un signal. Comme quoi il ne le savait pas, alors qu'on savait très bien que d'autres profils auraient eu exactement la même problématique. Et il était tellement... À mon avis, il avait commencé à aller configurer chez Porsche. La 208, moi je dirais plutôt doucement. Calme-toi, la 208. C'est là où, dans l'approche qu'a eu Fouad avec le cédant, puisque c'était Fouad qui avait la relation avec le cédant qu'on avait décidé depuis le début, le cédant était extrêmement intelligent. Parce qu'il a été capable de se dire « Ok, on est dans une impasse sur la solution 1, passons à la solution 2 ». Ce que nous, on était déjà en train d'essayer d'amorcer et d'avancer. Et qui était Exactement. préparé. Il a proposé par lui-même. Résultat, ça a mis naturellement de côté un petit peu le conseil. Qui du coup, en fait, pouvait difficilement, il pouvait toujours par derrière lui dire « Ah oui, non, mais n'allez pas dans cette direction, etc. » Le cédant, son intérêt, c'était quand même de vendre. Fondamentalement, c'était de vendre à la personne qui voulait. Exactement. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est le premier critère, c'est d'abord le profil de l'individu. Voilà, il y a une attache, beaucoup plus qu'en immobilier. Quand tu vends un bien, à part peut-être ta résidence principale, mais quand tu achètes un bien, un immeuble... Une entreprise, tu transpires pendant 27 ans. Tu recrutes, tu licencies, tu vends, c'était même 30 là, dans ce cas-là. Donc la partie émotionnelle était énorme. Et familiale. C'est toute une vie. Il y avait la femme. Toute une vie. Il y avait le fils. Et le fils qui travaille aussi dans l'entreprise. En fait, ce qui a été important aussi, c'est là où il faut être très intelligent dans l'analyse des joueurs, des gens qui composent le jeu dans cette transaction. On a compris vers août 2024 qu'aucune autre alternative
à court, moyen terme, aucune autre alternative que nous n'était possible. Et ça, on l'a exprimé de manière extrêmement claire. Et c'est là qu'on a repris la main sur le jeu. Et l'idée, sans rabaisser, sans dénigrer, était de faire comprendre que des gens extrêmement sérieux comme nous, finalement, étions les seuls acquéreurs immédiatement disponibles et sérieux. Et ça a été important pour justement pousser le vendeur à obtempérer quelque part, tout à fait. Et, cette expression. Et ça, c'est vrai que l'intermédiaire ne l'avait pas assimilé, ne l'avait pas compris, ne l'avait pas assimilé. Il a vraiment fallu être extrêmement explicite sur l'absence d'alternative possible quant à la qualité des acquéreurs sur... Alors, il y a aussi une usure, il y a aussi l'utilisation du biais de l'escalade de l'engagement, d'où l'importance d'avoir un minimum de base en stratégie, en psychologie, pardon. À partir du moment où quelqu'un a mis le doigt dans l'engrenage, puis le poignet, la main, etc., il est engagé et c'est très difficile de sortir d'un processus. Et dans notre stratégie, il y avait un élément extrêmement important. C'est que le fait d'avoir, et ça on va parler pourquoi avoir décidé de passer la main, et ça fait une superbe transition. Avant ça, il y avait un autre élément extrêmement important dans notre stratégie, Hugo, je me permets de t'interrompre, c'est qu'on avait emballé notre offre, ça incluait des éléments humains. C'est-à-dire qu'on vient de dire à l'instant que monsieur, madame et le fils travaillaient dans l'entreprise. Or, madame n'était pas à l'âge de la retraite. Elle avait besoin de cotiser. Et donc, cotiser. elle avait encore besoin de cotiser au moins 2 ans. Elle avait 18 ans. On avait fait une offre et on avait souhaité qu'elle reste. Donc, c'était un élément extrêmement important aussi dans notre stratégie. Et le fils, évidemment. Et le fils, vous le faisiez monter en compétence et ensuite vous... Il y avait la maîtresse en plus. Donc, Il y avait la maîtresse. Oui. C'était quoi? C'était la secrétaire? Mais quand on parlait de la stratégie... Celle qui préparait les véhicules. De financement et de restructuration de notre offre, il y a vraiment beaucoup d'éléments en fait qu'il faut prendre en compte. Et effectivement, le biais de l'engagement est très fort dans ces cas-là. Et en parlant de biais de l'engagement, et ça fait une super... parce qu'on va expliquer pourquoi... On peut préciser, en fait, le biais de l'engagement... J'étais en train de parler, pardon, excuse-moi. Je vois que tu as interrompu Madeleine tout à l'heure. Donc... Oui, mais c'était Madeleine, ce qui est encore pire. Allez, je te laisse, vas-y. Non, mais pour le biais de l'engagement, il faut savoir également qu'il y avait, au sein de la stratégie, il y avait également de votre côté une technique pour éviter l'escalade d'engagement, parce que alors, mais tu vois, j'allais dire ça, mais alors je te laisse terminer pour voir si c'est aussi complet que ce que j'allais dire. Mais c'est pour ça, parce que quand vous avez eu le choix de vous retirer, et on va expliquer pourquoi clairement, parce que vous aviez deux avis opposés. Mais entre associés, on a des bonnes conversations. Et vous y avez laissé 0 €. Tout à fait. Dans d'autres cas, vous auriez laissé quoi? Entre 50 et 70 000 €? 50, je dirais minimum. 50 minimum. Oui. 50 000 €, pour être précis. Donc imaginez si vous faites 5 opérations pour espérer en avoir une, c'est 250 000. Et là, quand on a mis 50 000... C'est douloureux, hein. C'est douloureux de se retirer. C'est douloureux de se retirer parce que c'est peine perdue. Donc c'est relativement stratégique. C'est de l'argent perso. C'est l'argent perso. Et là, je pense que tu aurais réfléchi peut-être un peu plus longtemps au fait de te retirer sur l'escalade d'engagement. Non, j'aurais pas réfléchi plus longtemps parce qu'on va en parler dans quelques minutes, mais ça aurait fait très mal. Ça aurait fait très mal. Ça t'aurait peut-être dégoûté. Ça t'aurait peut-être dégoûté en te disant... On va pas sur une autre opération. Le fait d'être libre, c'est un peu... Je pense pas que ça l'aurait dégoûté, mais ça fait mal, c'est normal. Ça fait très mal, c'est tout. C'est une perte sèche pour la prochaine opportunité. C'est ça que tu voulais dire, Fouad? Non, pas tout à fait ça, en fait. Un peu moins précis. Non, ça n'a rien à voir, en fait, pour être précis. Donc, non, ce que je voulais dire, c'est que, en partie, on n'a pas subi nous-mêmes le biais de l'escalade d'engagement, ça c'est ce que tu disais, ça c'est vrai. En étant extrêmement créatif sur le fait de ne pas suivre le processus conventionnel habituel du rachat d'entreprise. Et le deuxième point, qui est très important également, c'est qu'on a utilisé le piège du biais de l'escalade de l'engagement dans la stratégie pour engager temporellement
le vendeur, et c'est différent. Et encore, t'es allé soft, C'est-à-dire, parce que ouais, mais moi, je te comme disais un d'y outil. aller, Mais ça a été de le fatiguer plus. Hein. Tout à fait, mais ça a été naturel et finalement il est tombé dans le piège. Et c'est là où, alors on peut dire que c'est un peu piège. C'est pas un piège. Bah, Il voyait pas d'autre stratégie que celle qu'on avait mais- doucement apportée. Et encore, on n'avait pas poussé. J'explique pourquoi c'est un piège, parce qu'en fait, la problématique dans son cas, c'est que on est proche d'un départ à la retraite et que le temps est compté et que plus on perd du temps, plus l'escalade d'engagement joue son rôle en fait. Et quand on perd son temps entre guillemets à 30 ans, ça n'a rien à voir avec le fait de perdre son temps à 63, 64 ans. Et donc ça a joué en notre faveur. Alors c'est l'inertie, c'est pas un piège qu'on a naturellement déployé, mais c'est l'inertie du processus. Et c'est finalement, une conséquence du processus qui est très long. Et finalement, il avait intérêt à poursuivre avec nous que trouver de nouveaux acquéreurs et repartir sur un cycle de 12, on va dire, 8, 12 ou 18 mois. Ce sont quand même les cycles normaux en acquisition d'entreprise. Donc ça a joué en notre faveur pour essayer d'obtenir des alternatives. En entreprise sérieuse. Tout à fait, oui. Dans la kebabaria. Ça prend 15 jours, je pense. Oui, mais il ne compte pas sur moi pour aller sur des opérations qui ne sont pas sérieuses. On a le sérieux de Madeleine qui nous rappelle à l'ordre. Alors, pourquoi avoir décidé de passer la main ? Ça peut paraître... et c'est très intéressant parce que ça revient sur le début où on en avait parlé, où on disait notamment dans l'étude du chef-d'œuvre littéraire en matière de reprise d'entreprise, où tu nous accompagnais, Madeleine, où on t'avait puni en te forçant à lire ce livre, où tu avais dit que toute société n'est pas bonne à reprendre. Moi, ce qui m'intéresse, et je pense que ça peut intéresser les auditeurs parce que c'est un discours qui est important, parce que ça s'inscrivait également dans une stratégie. Pourquoi ne pas avoir donné suite à cette opération, malgré le fait qu'il ait proposé un crédit vendeur de plusieurs millions d'euros et que vous étiez, que la société était une belle société, qu'elle est toujours une belle société. Pourquoi avoir dit non ? Tu veux que je commence ? Vas-y, tu peux commencer, je t'en prie. Alors, on avait décidé une stratégie ensemble, qui était en fait de croissance externe. On avait des ambitions fortes. On voulait faire 3-4 acquisitions et lancer très rapidement une franchise. Le secteur dans lequel on était s'y prêtait, parce que c'est un secteur qui est très Atomisé. qui est très atomisé, et donc il y a un peu plus de 6000 entreprises en fait similaires à celle-là en France, qui sont totalement, en fait, qui ont besoin en fait pour pouvoir grossir en termes d'activité et de chiffre d'affaires, pour passer au niveau suivant, qui ont besoin en fait de capital et qui ont besoin d'un élan, qui ont besoin d'un cadre favorable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait identifié, et donc on voyait bien en fait notre stratégie se développer de cette manière-là. Fouad ? Alors, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Ça, c'était le plan initial. Et on s'est retrouvé avec de nouvelles informations qui nous laissaient à penser que ce secteur d'activité n'était pas finançable. Et finalement... finançable par les banques. Par les banques. Mm. Alors, ça veut dire que la croissance externe allait être extrêmement pénible. Ça, c'est un premier point. Et concernant le modèle de développement en franchise, donc sur un rôle de franchiseur à franchisé, nous aurions été les franchiseurs. Ça veut dire que nos franchisés se seraient retrouvés dans une position de quasi-impossibilité de financement bancaire. Donc en fait, ça remettait en question tout le modèle économique, tout le déploiement sur la franchise et par rapport au domaine d'activité, au-delà des demandes, en fait, des besoins de financement, il y a eu l'identification d'un domaine, c'est un peu comme chez les marchands de biens dans l'automobile, chez les mandataires, truffé d'incompétences. Et donc il y avait ce besoin de formation qu'on allait apporter également sur la création d'une école, l'école des mandataires automobiles. Et finalement, on s'est aperçu que déployer la stratégie n'allait pas être possible, tout simplement. Et donc, la question, là où il y a eu discussion, alors je ne dirais pas forcément point de désaccord, mais là où il y a eu discussion,
j'étais favorable pour acheter un actif isolé, mais il y a eu un autre paramètre qui a fait basculer la décision, le fait de passer la main, avec le fait que Madeleine n'était pas forcément favorable sur le simple fait d'acheter un actif. Donc Là, voilà. il faut Donc c'est vraiment le fait de ne pas pouvoir exécuter une stratégie initiale ambitieuse à l'échelle nationale de développement de franchise et de croissance externe, à cause du domaine d'activité. Et ça a été découvert durant le processus. Je le savais déjà. Alors non, je savais pour la partie financement du stock. Là, on parle de financement d'entreprise, de croissance externe. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Le point commun, c'est que finalement, qu'il s'agisse de financer un stock hors panneaux de marque, de grands panneaux de marque, type Renault, BMW, etc., je savais que financer un stock d'un indépendant, c'était compliqué. Mais financer une entreprise, un LBO, sur une entreprise extrêmement saine, ça c'est nouveau. Et je ne pouvais pas présager, je ne pouvais pas imaginer qu'une boîte qui a 30 ans, qui a plus de 4 millions d'euros de capitaux propres, qui n'a aucun endettement, puisse se retrouver dans l'équivalent de financer une boîte de nuit ou un bordel. Ça n'a pas été forcé non plus. Forcé. Forcé. Il y a 8 banques qui ont été faites. Donc, Et nos partenaires, en fait, n'étaient pas plus au courant. C'est-à-dire, c'est des gens qui travaillent sur la reprise d'entreprise toute la journée. Tout à fait. Avocats, experts comptables, banquiers, etc. Personne n'a levé le doigt avant que les décisions ne tombent. Donc, c'est le pôle risque qui a envoyé l'information. C'était nouveau. C'était vraiment un élément nouveau pour tous les acteurs sur le dossier. On a eu une très bonne conversation avec Fouad. Ce que j'apprécie toujours avec Fouad, c'est la capacité, en fait, on est face à une problématique, et bien regardons-la d'un angle différent. On a pris plusieurs options, et donc c'était une vraie bonne discussion saine. Je me suis posé la question, pourquoi pas investir un actif ? Il y avait un autre élément, en fait, c'est que je ne me voyais pas dans les rôles en fait, qu'on se distribuait mutuellement dans ce projet. Je ne me voyais pas passer ma journée en fait, à compter en fait, des entrées et des sorties de stock pour les 10 ans à venir, alors qu'on a des compétences qui méritent en fait, de bien meilleures ambitions. Fouad parlerait de sous-dimensionnant. Il m'a appris que j'étais sous-dimensionné en investissement immobilier. J'ai retenu la leçon. Ça se réplique en fait dans le reste des domaines économiques. Et recruter quelqu'un pour faire le job à notre place mangeait tout le résultat que ça aurait occasionné. Donc il n'y avait pas vraiment un intérêt... Le résultat après financement de la dette. Oui. Après remboursement de la dette. Tout à fait. Donc rajouter un dirigeant en fait, dans ce modèle n'avait pas de réalité économique. Et vous n'aviez pas trouvé un employé à faire monter en compétences pour gérer tout par Zoom? Alors, on en avait identifié un, mais c'est pas ça la problématique. Je plaisante. Non, mais bien sûr. Mais pour le coup, il y avait quelqu'un qui... On s'est posé. Voilà, on a rencontré les employés et il y en avait un qui avait l'air de sortir du lot. C'est pas ça la problématique. En fait, la problématique, c'est est-ce qu'on achète un actif isolé ? Non, comment dirais-je... On ne peut pas reproduire le modèle. On ne pourra pas reproduire finalement cette acquisition. Donc, est-ce qu'on achète un actif ou est-ce qu'on laisse tomber parce que le financement de la franchise et de la croissance externe sur du financement bancaire classique n'était pas possible. Et ensuite, moi, j'ai écouté mon intuition rationnelle. Donc, j'ai écouté mon intuition et c'est vrai qu'au final, mon intuition m'a dit... Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre, à mon avis. C'est un peu comme l'allemand. J'ai essayé, donc j'ai fait 3 mois en intensif avec des amis les Ukrainiens. Donc, et au final, il faut savoir abandonner. En fait, l'abandon, c'est là où il faut faire une distinction qui est très importante entre l'obstination et la persévérance. Et au final, je me suis senti quand même quelque part soulagé parce que résister au biais de l'escalade de l'engagement, c'est extrêmement difficile parce qu'on se dit on y a mis du temps, on a mis de l'énergie, on a fait des déplacements, etc. Et en fait, je me suis senti finalement aligné sur la position de Madeleine en me disant, effectivement, l'actif reste intéressant, mais pas suffisamment pour pouvoir en fait faire l'effort de l'intégrer avec
toute la logistique nécessaire et tout ce que ça engageait vis-à-vis de ma personne en termes d'achat. Et parce qu'en fait, il y avait l'objectif de créer une structure d'acheteurs, une centrale d'achat pour les différents points de vente. Et finalement, je me suis senti finalement à l'aise et aligné avec sa position. Et c'est pour ça qu'on a décidé de passer la main et décidé de passer la main en ayant les cartes en main et la possibilité d'y aller. Et ça, je trouve que c'est assez difficile de prendre ce genre de décision parce que ça demande une bonne maîtrise de sa psychologie. Et je crois que la qualité de notre association aussi joue. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'on travaille ensemble et on a pu avoir on a pu poser vraiment les choses. On n'était pas là pour jouer un rôle l'un vis-à-vis de l'autre. Donc une conversation bonne, franche et sincère, ça aide aussi à avancer dans le raisonnement mutuellement. Donc c'était vraiment un jeu d'aller-retour entre nous deux qui est extrêmement porteur. Pour que les gens comprennent bien la différence de point de vue, parce que c'est que toi, Madeleine, tu te positionnais comme un tremplin et Fouad se disait, bon, on ne peut pas se positionner comme un tremplin, mais ça reste du capital, ça reste une belle boîte, c'est toujours une belle boîte. Et donc, le fait de le rajouter, on ne pourra pas en faire grand-chose, mais on aura un capital qui pourra nous servir pour d'autres opérations à terme. C'est ça que ça veut dire. C'est ça, mais ce qui a fait basculer définitivement la décision dans on passe notre tour, c'est un autre élément. Je pense qu'on a peut-être prévu d'en parler sur la partie immobilière. Et c'est là qu'on va le voir, les compétences immobilières me paraissent importantes dans le cadre du rachat d'entreprise. Je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. Et c'est là que nos compétences dans l'accompagnement des repreneurs d'entreprise, des compétences en immobilier, les vraies compétences, je ne parle pas de faire tourner une conciergerie ou de faire une love room à Saint-Étienne, des vraies compétences en immobilier commercial ont fait la différence et finalement la détection d'une faille fait qu'on a su prendre la bonne décision. La faille qu'on a utilisée également contre le cédant, psychologiquement. Ça faisait partie de c'était un autre élément de la stratégie du cheval de Troie. C'est une grenade. Oui. Il faut comprendre que le cheval de Troie, en fait, la technique, et c'est également, on rentrera en détail, c'est quelque chose de relativement long pour les gens qui s'inscriront au mastermind qu'on fera sur ça. Et c'est pas 3 trucs balancés comme ça en disant en 3 rendez-vous. Presser le fruit. Ouais, ça, on le laisse pour les autres. C'est que il faut comprendre que tout est une stratégie et que le but de la première étape, celle qui a soulevé les problématiques, n'était pas pour vocation de faire financer, mais de voir également, et c'est ce que j'avais dit à Fouad fin août, en disant, mais tu te retrouves avec quelque chose où toi-même, tu devras accepter un crédit vendeur. Et donc, tu as envie d'acheter en crédit vendeur, mais tu n'as pas envie de vendre en crédit vendeur. Alors, tu vois, et pensez aux gens qui s'intéressent à cette méthode. Si vous achetez une société en crédit vendeur, mais que vous pouvez la vendre qu'en crédit vendeur, peut-être que la personne à qui vous la vendrez n'aura pas la même compétence que vous et pourra la planter. Alors ça, c'est une question, on en a parlé tous les deux, mais en réalité, entre le moment où tu achètes et le moment où tu vends, tu déroules une stratégie. Donc, tu ne vends pas le produit que tu as acheté. Tu ne vends pas le produit A. Tu vends un produit qui est A++++. Et donc, il peut être à moins aussi. Hein. Ça dépend du potentiel. Voilà, exactement. De l'entreprise et des acquéreurs. Exactement. En tout cas, on se mettait dans une perspective où on allait vraiment avoir un vrai déploiement et une très forte valeur ajoutée pour constituer un groupe. Donc, on n'aurait pas été confronté à ce problème effectivement, de devoir vendre tout en crédit vendeur. Ouais, mais pour les personnes qui... y a des... C'est très marrant. Mais parce oui, c'est que un élément à prendre en compte. De cette opération, tu aurais été toute seule. Peut-être que tu aurais pris, sans connaître Fouad, sans parler de sous-dimensionnement, c'était une belle opération. Tout à fait. Ça reste une pépite. C'est une pépite. Alors, c'est comparé, j'évite de me comparer aux autres, mais si on se compare aux autres profils de la formation qu'on a fait ensemble, au mois de mars, je crois,
en termes de taille de boîte, c'était 3 fois moins. Mm. En termes de profitabilité, c'était pas aussi bien. Donc non, l'actif est intéressant. Il n'est pas conforme à la stratégie qui a été définie en amont. Ça, c'est un premier point. Et je voulais rebondir sur ce que tu avais dit. Là où l'individu qui a de l'intelligence informationnelle, quand on a eu cette information du fait que des gens sérieux comme nous, avec 1 million d'euros d'apport, n'étaient pas finançables à cause du domaine d'activité de l'entreprise. C'est une information qui a été utilisée pour négocier 500 000 euros de réduction. Donc cette information, nous l'avons utilisée auprès de l'intermédiaire et du cédant pour exiger 500 000 euros de réduction. Et ça, ça c'est aussi important. a été accepté dans la proposition finale. Alors, on n'allait peut-être pas nous lâcher Non, la mais totalité, quasiment. mais Quasiment. un biais quand même relativement important. Exactement. Donc utiliser l'information dans un cadre, dans une négociation, dans un jeu stratégique, c'est important. Il faut savoir lire l'information et il faut savoir la comprendre, il faut savoir l'utiliser. Tout à fait. C'est comme une partie, là c'est comme une partie de poker. Tu dois avoir tes cartes, tes probabilités, la réaction des gens par rapport aux cartes qui sortent et les possibilités qu'ils peuvent avoir. Je pense que ça serait intéressant de revenir sur le dernier élément qui nous a fait prendre la décision, Fouad aussi, tu commençais à parler de l'immobilier commercial. Eh ben, c'est les enseignements pour ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent à cette thématique. Tu veux commencer par l'immobilier commercial pour cette troisième partie? Oui. Alors, il y a eu évidemment l'analyse du bail commercial, puisque le cédant, l'entreprise, était locataire des locaux. Alors, il y a une particularité, on a un emplacement numéro 1, donc d'une très très grande valeur, d'une très grande qualité, 3 à 4 minutes à pied d'un... On peut dire où c'était maintenant, non? Moi, je préfère qu'on reste Non. quand même sur la confidentialité, mais en bord de mer, Côte d'Azur, centre de Monaco. richesse, entre Monaco et Nice, on va dire. Et finalement, on avait un emplacement de très grande qualité et l'entreprise était locataire. Et il s'avérait que le bail a fait l'objet d'une renégociation en défaveur totale du locataire. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que le vendeur a eu un droit de... Renégociation de... Non, un droit de déplafonnement préemption. Non, avant ça, il a eu un droit de préemption, c'est-à-dire que... Voilà. Est-ce que tu peux expliquer parce que... Alors, je vais expliquer. En fait, le propriétaire, l'ancien propriétaire des locaux et du terrain a décidé de vendre l'emplacement, les murs, et pas le fonds de commerce, les murs, et le locataire étant prioritaire. Il a décliné l'offre, et là, il a commis une erreur qui est absolument monumentale. Peut-être qu'il s'est dit, bon, je ne vais pas m'emmerder avec les murs, etc., proche de la retraite. Et là, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un d'autre s'est positionné, un marchand de biens, un professionnel de l'immobilier, que j'ai retrouvé finalement en allant sur Papers, en faisant un certain nombre de recherches. Est-ce qu'il fait des pubs sur YouTube? Non, pas du tout. Non, un vrai marchand de biens, un vrai professionnel. Et il s'est avéré que cette personne, finalement, s'est engagée dans le processus d'acquisition, parce que c'était, alors au prix auquel ça a été vendu, c'était un coup de bazooka, et la personne était extrêmement intelligente, parce qu'en fait, elle s'est aperçue d'un élément, une fois de plus, l'information, en fait, quand on est intelligent, on sait l'utiliser. Le loyer était anormalement bas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement... On peut donner les chiffres de... Alors, le loyer était de 60K par an. Donc, 5 000 euros par mois pour 2800 mètres carrés de terrain et 500 mètres carrés de bâti, c'est vraiment pas cher. C'est donné. Là, on est à 10 euros par mois, par mètre carré. Donc, grosso modo, on est à 5 000 euros du mètre carré, sans compter le terrain. C'est vraiment des tarifs très, très bas pour un emplacement premium comme celui-ci. Et donc là, l'acquéreur, donc le propriétaire, pas l'acquéreur, pardon, le cédant, qui est locataire des murs, a décidé a voulu changer d'avis et a essayé de péter la vente. Avec des prétextes plus ou moins... fallacieux. Ouais, j'allais dire bidon, fallacieux.
Ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, il a commis un certain nombre d'erreurs. Il sous-louait une partie des locaux, un appartement, je crois, sans l'autorisation du bailleur. Dans la plupart des baux, la sous-location étant interdite. Et donc là, il s'est passé un bras de fer entre, finalement... un professionnel et un débutant. Un professionnel et un amateur. Et au final, l'acquisition s'est bien faite au profit du marchand de biens ou du professionnel. Et ce qui s'est passé, c'est que là, le professionnel a sorti l'artillerie lourde et a tenté de résilier le bail. Qui dit résiliation de bail, dit perte du fonds de commerce. Qui dit perte du fonds de commerce, dit quelque part quasiment perte de l'activité de l'entreprise. Puisque le stock fait vendre et dans l'automobile, il faut du stock. Et donc là, la seule solution a été de renégocier le bail. Et finalement, la renégociation, plutôt la punition, a fait qu'on est passé, alors il y avait un peu de progressivité, mais on est passé quand même d'un loyer de 60K par an à 132 000 €. Est-ce que tu penses qu'il a compris la leçon ? Je pense qu'il a compris la leçon. Alors ça c'est sûr, mais en tout cas, moi, j'ai bien disséqué la situation. Et au final, déjà, la renégociation des loyers a fait exploser la valeur du foncier. Parce qu'à 8 points de rendement, ou même à 10 de mémoire, je crois que c'était 900 ou 950 000 ou 1 million d'euros. Oui. Et là, déjà, on passe déjà à plus d'1,3. Donc déjà 300 000 € de gains. Et finalement, on se retrouvait, nous, acquéreurs d'une entreprise dont le loyer allait être multiplié par plus de 2. Et ça, c'est très problématique, avec en plus l'incapacité d'acheter les locaux, puisque être locataire est quelque chose qui me dérangeait fondamentalement. Parce que finalement, tu es dépendant du bon vouloir d'un bailleur qui peut déplafonner ton loyer ou qui peut t'emmerder. Finalement, tu es toujours dans une situation où tu dois demander des autorisations pour faire ceci, cela. Et puis voilà. on est engagé dans un bail de 9 ans, donc et simple, c'est très compliqué. Je ne sais pas si c'était ça, mais je me pose la question. Dans la chose qui sous-louait, il n'y avait pas eu un problème de mec qui ne payait pas le loyer? Oui, en plus. Ça, oui, bien sûr. Mais là, il était en cours d'éviction. Ouais. Mais j'ai envie de te dire, c'est un problème qui est mineur par rapport au reste. Il a sous-loué Et pour pas rentrer d'argent. Fouad a estimé en fait l'erreur en immobilier était colossale. Combien tu l'estimes? Pour moi, elle est de l'ordre au minimum de 720 000 €. 720 000 €. C'est une erreur en fait sans prendre en compte la plus-value du terrain, le coût d'opportunité, l'erreur. Je peux la matérialiser à 720 000 €. J'ai fait une intervention la semaine dernière en séminaire. Et la semaine d'avant, j'étais dans mon mastermind et j'aime cette notion d'ordre de grandeur. Tu fais la distinction entre séminaire et mastermind? Alors, je fais la distinction la plupart du temps pour le plus de choses possibles. C'est fondamental de faire la distinction. C'est une question de sélection naturelle. Donc, l'ordre de grandeur, en fait, est fondamental parce que finalement, le coût de l'incompétence sur cette affaire a non seulement fait capoter la vente de son entreprise, ça c'est le premier point. Le deuxième point a fait chuter de l'ordre de plus de 70 000 € par an la rentabilité de son entreprise. Et troisièmement, fait qu'il s'est privé d'un actif premium dans une région exceptionnelle. Et donc finalement, cette incompétence a fait que nous n'avions même pas la possibilité de nous rabattre sur la partie la plus noble, qui était la partie immobilière, patrimoniale, etc. Donc très très grosse erreur, beaucoup d'amateurisme, et c'est ça qu'il faut éviter quand on veut faire du rachat d'entreprise avec une composante immobilière. Et à ma connaissance, à part, j'allais dire, les vendeurs de formation qui peuvent travailler en pyjama chez eux et même en CPF, la plupart des entreprises en France ont des locaux. Je vais te poser il avait pas, rassure-moi, 5 secondes, dans le local qui se louait, c'était pas une love room. Non, mais J'ai remarqué, Hugo, que tu ramènes, j'écoute quand même tous les podcasts, et tu obsession. ramènes systématiquement la love room. Je vais lui trouver une love room. S'il te plaît. Comme Mais ça, tu sais pourquoi il ramène la love comme room? ça, il n'en reparlera plus. Tu sais pourquoi c'est obsessionnel? Parce qu'il Dis-moi. en rêve d'en faire un usage intensif et personnel.
Bon, là, On a déjà prévu les peignoirs. les coups bas, vous les gardez pour, C'est bien, pour vos tête-à-tête. Mais c'est bien, en le fait, rose. Alors, je vais faire une petite confidence sur à quoi ça me permet, en fait. Parce que vu que Fouad a dévié sur quelque chose... Ça disrupte un petit peu. J'ai rien dit, moi, je parlais sérieusement. Non, mais en fait, quand je dis ça pour rigoler, ça me permet de structurer la question et comment je veux la formuler. C'est pour gagner du temps. Tu sais, c'est un peu comme un politicien, là. Oui. J'ai pas fait l'ENA, mais... Il fait de la disruption, en fait, Hugo. En fait, je réfléchissais à la question et d'essayer de la poser un peu plus différemment et de la nuancer. C'est si tu avais eu la possibilité d'être sur la boîte avec le rachat de l'immobilier... Avec le rachat de l'immobilier, on y serait allé sans aucun souci. Ah, ça c'est sûr. Mais rien que pour l'entreprise, là, je sais pas si tu te rends compte. C'était magnifique. D'abord, le bâtiment est magnifique. Et d'ailleurs, même pour aller plus loin que ça, l'emplacement, c'est un terrain, si tu délocalises l'entreprise, si tu la changes... C'est du calme. Pour que tu t'en rendes compte, en fait. Là, les gens voient que Exactement. Juste pour qu'on se rende bien compte de quoi on parle. On parle d'un secteur au prix au mètre carré à 10 000 € du mètre carré. Demain, tu as la possibilité de dégager l'entreprise sur un autre endroit. Parce que tu vendes en Côte d'Azur, en Franche-Comté ou dans le nord de la France, si tu es bon, tu vends. Tu dégages l'entreprise, tu la déplaces. Tu fais une promotion immobilière. Si tu t'obtiens un changement de destination. Donc, tu bâtis un immeuble. Et il y en avait un en cours de construction devant. On était sur des tarifs à plus de 10 000 € du mètre carré. Je veux dire, le foncier, c'était de l'or en barre. Et on parle d'un endroit où tu n'as aucune disponibilité foncière et rien que le sous-jacent immobilier faisait que l'entreprise était hyper intéressante. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas le nom de l'entreprise ? Je viens d'y penser. Parce que je vais quand même contacter le professionnel pour savoir si je peux racheter ou on peut racheter le bien à 1.3, 1.4 parce que ça m'intéresse ce genre d'immobilier. Oui, parce qu'on peut l'idée qu'il vient d'énoncer, on peut la faire sans avoir racheté le fonds de commerce. Et ça serait assez ironique qu'il devienne notre locataire. Donc tu vois, cette stratégie du cheval de Troie, on n'a pas arrêté depuis le début. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Des éléments, des angles. En fait, elle est extrêmement élaborée et il y a vraiment beaucoup d'étages. Parce que malgré tout, ça reste une belle pépite. On a aussi vu que la raison pour laquelle en fait, tu l'avais sélectionnée, Fouad, parce qu'elle avait une très belle structure de bilan, une trésorerie magnifique. On a vu aussi, quand j'ai analysé les chiffres, on s'est très vite rendu compte qu'on n'avait pas de dépendance aux cédants. Et qu'on pouvait l'endetter également. Est-ce que tu peux le détailler, ça ? Parce que tu es plus une spécialiste de la ressource humaine que Fouad. En fait, quand on pense à une TPE en France, elle est essentiellement intuitive personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, tout repose sur le propriétaire de l'entreprise. Que ce soit la relation avec les partenaires, avec les clients, que ce soit la compétence technique, professionnelle, le temps passé. En gros, on enlève le patron, l'entreprise, c'est une coque vide. Donc en fait, c'est un des éléments extrêmement importants à vérifier. Alors ça se voit pas sur les états financiers. Il faut demander des éléments plus concrets derrière. Donc là, en l'occurrence, je vais demander à en voir l'intégralité des ventes et des achats faits sur les 36 derniers mois, ligne par ligne. Toute la ventilation, en fait. L'intégralité de l'opération. Donc, c'était un dump de leur base. Un dump. C'était un download, si tu préfères. En fait, ils upload. Donc, en gros, j'avais toute l'information sur 3 ans. Et une franxeuse HBT. Avec un peu d'analyse de gestion, on voit tout de suite qui vend et dans quelle proportion. Et donc, on a pu voir immédiatement qu'on n'avait pas de dépendance au cédant. Tout à fait. Et ça, pourquoi ? Parce que le cédant ne faisait pas beaucoup. Il faisait quasiment pas d'achat. Il nous avait dit quasiment dernière, pas de vente. 4 mois en vacances. Oui, il exactement. était parti 4 mois et donc, en ce qu'il vacances nous a dit, tout ça nous a pu aussi nous confirmer que ce qu'il nous avait dit était exact. Parce qu'il faut aussi, lui, vérifier notre profil, mais nous aussi. Attention, Alors, tout dépend. Pour Madeleine, c'était une information qui était importante parce qu'en fait, ça lui permettait de penser qu'elle ferait moins de préparation de véhicules en atelier. Oui, il faut préciser. Je peux m'échapper. On avait déjà acheté tout, le bleu de travail, la shampouineuse. On avait réussi à la placer en formation chez Speedy. Tu te rappelles le malgache ? Je t'ai dit, voici ton collègue de travail. Pourquoi tu te prends la tête avec les Supélec, les SEG et compagnie ? T'as compris, man, les auditeurs auront compris pourquoi je voulais pas monter au créneau. Les fondamentaux. Je dis là, le KGB, c'est le bureau. Voilà.
Évidemment, D'ailleurs, c'est une blague. quand t'as crevé sur ta voiture, le changement de pneu, il a été fait en 5 minutes, hein, équilibrage et tout, quoi. Elle m'a dit pousse-toi de là. Laisse... Et c'est vrai que pour, Clac, pour ce qui était de l'équipe, comme on a pu visiter, on a Soyez pu aller sérieux. dans l'entreprise. C'est indispensable. Tu ne rachètes pas une boîte que tu ne visites. Franchement, Alors elle c'est était belle, très hein. difficile, hein. C'est rare de pouvoir la visiter parce qu'en général on ne veut pas informer les employés ou on ne veut pas leur laisser Ouais. croire Oui, que les futurs propriétaires viennent visiter parce que ça surtout crée, si ça capote. ça crée exactement. Donc il nous a fait venir en fin de journée. Tu sais ce qu'on a demandé? La première chose, je sais pas si tu t'en rappelles, la première chose qu'on a demandé quand on est rentré dans l'entreprise, tu sais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va nous Est-ce que dire? je peux avoir un café, s'il vous plaît? À l'aise comme ça à la maison. Donc en fait ils nous ont présentés comme étant des amis. Et donc en fait on a on a pu. J'espère qu'ils n'ont pas poussé le vice en disant j'ai un couple d'amis qui arrive. Non. Elle est fan de mécanique. Non. Et donc, ça m'a permis, moi, de rencontrer, en fait, chacune des employés, à part un ou deux, dont ils attendaient le départ, en fait, sans doute volontairement. Et j'arrive à jauger assez rapidement, en fait, de la qualité des individus, parce que, bon, j'ai géré les équipes pendant plus de 30 ans, donc j'arrive à, voilà. Et on avait vraiment des individus authentiques, très engagés et qui aimaient vraiment ce qu'ils faisaient. Et en fait, dans mes chiffres, après, dans l'analyse des 3 ans d'achat et de vente, c'était flagrant. Ça reflétait en fait ce que j'avais vu sur place. Il faudra peut-être refaire ta présentation parce que la seule présentation qu'on a de toi, c'est la présentation sommaire lors de ton interview de cadre bancaire. Mais les gens ne savaient pas ce que tu faisais réellement. Tout à fait. On pourra en reparler maintenant que j'ai derrière moi un certain nombre de choses et que les choses ont bougé depuis 2 ans. Fouad, des choses à préciser? Non, j'aimerais qu'on retienne surtout qui est quand même. Si, excuse-moi. Je t'en prie. En plus, je voyais que tu réfléchissais et tu réfléchis plus vite que moi, c'est ça. que tu allais hésiter. Merci. On a parlé à un moment de la concurrence des grands groupes. Et ça, c'est important de le dire parce que vous étiez en concurrence avec des grands groupes. C'est pas pour autant que c'était pas vous qui étiez. On était en concurrence avec Tesla, pour être précis. Avec Tesla, oui. Non, je plaisante. Elon Musk. Et avec Porsche également. Non, mais sur la Côte d'Azur, comme a dit Fouad, entre Monaco et Nice, en fait, toutes les grandes marques sont représentées. Oui. Et elles veulent les meilleurs emplacements. Exactement. Et celui-là, en fait, il était en concurrence et il y avait 2-3 marques qui voulaient se l'approprier. Mais Et on des en grands revient... Oui, des grands groupes, soyons clairs. On a su identifier le besoin fondamental Et ça, c'est la du psychologie. vendeur. En fait, son besoin n'était pas un besoin d'argent, c'était un besoin de sécuriser l'emploi des ouvriers, des employés, dont l'emploi de son épouse et de son enfant. Si la patronne ne travaille plus, qu'est-ce qu'elle fait du coup? À ton avis, Hugo? Elle fait chier. Voilà, on va être poli. Elle va lui casser les pieds. Donc il s'est dit, écoutez, je suis prêt à payer pour que vous la gardiez au travail. Je vous enlève 500 000. Voilà. Vous voulez combien de l'occupez. crédits de vendeur? Alors 7 ans, j'ai besoin qu'elle reste avec vous pendant 7 ans. Donc non mais trêve de plaisanterie. J'aimerais que tu arrêtes tes allusions sexistes. Quelle allusion Non, c'est- je plaisante. c'est Vous toi ne voyez qui pas, as mis- il a un panneau, c'est incitatif. Non, mais l'idée, c'était de dire que c'était pas un besoin fondamental d'argent, parce qu'on avait des gens aussi assez modestes dans leur mode de vie, qui prenaient des rémunérations relativement faibles, mais c'est des gens qui ont capitalisé plusieurs millions d'euros sur un travail de plusieurs décennies. Le besoin fondamental était de vous ne désossez pas mon entreprise, vous ne mettez pas mon épouse sans activité et mon fils. Et ça, c'est un des besoins qu'on a immédiatement identifié et on a joué sur ce volet-là et ça a parfaitement fonctionné. D'autres points, Madeleine, sur cette première expérience parce que Je pense qu'on a fait un bon tour. c'est ta première expérience entrepreneuriale hors immobilier. Non. Pourquoi tu dis ça, Hugo? On fait du marchand de biens avec Fouad depuis 3 ans. Et je suis entrepreneur. Non, mais Donc, entreprise. Pourquoi t'es pas gentil? Il va falloir qu'on explique à Hugo ce que c'est que le marchand de biens. Non, mais tu vois mais ce que je veux dire. Oui, le rachat Quand d'entreprise. il aura acheté sa Love Room, il comprendra.
Non, mais le rachat d'entreprise, en fait, on désosse un cas de A à Z ou presque, et on donnera beaucoup plus d'informations sur cette structure en fait du crédit vendeur et de la stratégie du cheval de Troie. Mais on a aussi regardé d'autres dossiers. On ne regarde pas un seul dossier, il faut en regarder plusieurs en parallèle. Il faut rester éveillé sur le marché. C'est comme dans l'immobilier. Hein. Là, Les opportunités se présentent. On en avait 2-3 qu'on avait gardés au chaud et qui étaient exactement dans le même secteur parce qu'on était dans notre stratégie. Et on s'était dit, dès que la première est signée, dans notre structure de financement, on était prêt à enclencher immédiatement sur 2-3. Donc en l'espace de 18 mois, on était capable d'en racheter 3 au total. Et il faut préciser que... Donc on était prêt à enclencher. Donc oui, c'était très intéressant. On a appris énormément de choses. Et ça nous a donné... Le plus bel enseignement que tu as reçu, ça c'est une question de podcast populaire qui marche bien. Si tu pouvais te donner un conseil à toi avant, quel serait ce conseil ? La question piège, auquel je n'étais pas préparée. T'as une idée, Fouad ? Je t'en prie, je te laisse réfléchir. Non, je crois que c'est un apprentissage continuel. C'est un apprentissage continuel qui fait que je trouve que l'entrepreneuriat est encore plus passionnant que je ne l'imaginais ou que je ne l'avais expérimenté au travers de mes investissements immobiliers du marchand de biens. Et c'est d'une très grande richesse, à la fois humaine, intellectuelle, financière, enfin il y a vraiment tous les aspects, c'est très très complet. Le monde de l'entrepreneuriat est très complet. Fouad ? Moi, en fait, l'expérience m'a conforté sur le fait que les compétences comportementales sont des compétences valables pour tous les domaines d'activité, qu'il s'agisse d'automobile, d'immobilier, de fraises, de poireaux, ça ne change absolument pas le comportement entrepreneurial, ça c'est un premier point. Ça m'a également conforté, ça m'a conforté. S'il te plaît. Alors ça fait 3 jours que tu abuses de mon temps, Hugo, donc je suis un petit peu fatigué. Je plaisante évidemment. Non, le fait aussi d'avoir des compétences en immobilier assez pointues fait qu'on n'a pas pu se faire avoir comme des lapins de 6 semaines. Ça, c'est très important. Et le fait également de comprendre les conséquences d'un bail mal renégocié, d'une impossibilité de capitaliser sur l'immobilier commercial est un enseignement finalement qui fait que l'investissement dans les connaissances, dans la compétence, dans l'expérience immobilière a été décisif sur le fait de prendre la bonne décision. Donc voilà un peu mon retour d'expérience et évidemment le fait également de ne pas avoir été piégé par nos propres biais cognitifs et surtout celui de l'escalade de l'engagement et le fait aussi d'avoir été bon, sans faire preuve de fausse modestie à la française, le fait d'avoir été bon quant à l'économie des 50 000 € que le système, l'écosystème nous invitait à dépenser le plus rapidement possible. De tous les côtés. Et certains organismes exigeaient... Les banques, oui. Les banques exigeaient le fait qu'on produise des documents dont le prix de revient est de l'ordre de 50 000 €. Et ça, je suis très content qu'on ne soit pas tombé dans le piège parce que finalement, ça nous aurait laissé un goût amer. Et au final, on en ressort très plutôt grandi, sans avoir perdu la moindre plume et avec un certain nombre d'enseignements et peut-être l'acquisition de locaux commerciaux en emplacement numéro 1. Donc c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc je suis plutôt quand même content du dénouement. Ça pourrait être marrant. Ah mais vraiment, je plaisante pas. Alors je devais acheter un restaurant à Besançon pour ma sœur, un restaurant de poisson qui tournait très très bien. Je sais pas si tu t'en souviens, on avait mangé là la première fois. Oui, je m'en souviens bien. Le Boccaccio. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par acheter les murs. Et donc, le cédant est devenu mon locataire et au final, il a voulu un peu me la faire à l'envers sur le prix. Je lui ai dit que je ne rachetais plus parce que la parole donnée a du sens pour moi, a du poids. Et au final, il a revendu, mais il s'est retrouvé locataire de ma SCI. Et finalement, ça, c'est important de garder vraiment cette démarche patrimoniale sur le développement de son immobilier. Donc voilà ce que j'en tire comme expérience.
pour les gens qui nous écoutent, ça ne veut pas dire la technique du cheval de Troie, c'est pas racheter l'immobilier avant de faire une offre sur... Non, pas du tout. Non. Il y a beaucoup d'autres éléments. On a donné beaucoup d'indices tout au long du C'est même pas des podcast. indices, parce que c'est une structuration. C'est une structuration, c'est une stratégie, c'est pas une tactique. Pour rebondir sur ce que tu dis, tu sais, moi, parfois les gens me disent « Ouais, mais attends, explique-moi la stratégie des poupées russes, la stratégie de la holding en 5 temps. » Ça prend pas 5 minutes, ça prend plusieurs heures. Et il y a des outils qui doivent rester entre les mains. De professionnels. Ou d'initiés, ou de gens très bons, ou de gens qui acceptent d'investir dans des compétences lourdes. La plupart des gens, malheureusement, sont frappés par le culte de la gratuité. J'allais dire ce qui est gratuit n'a pas de valeur, mais bon, c'est pas totalement vrai parce que l'air qu'on respire est gratuite. Mais l'expérience est quelque chose qu'on peut acheter par le fait d'avoir eu d'autres personnes qui ont fait preuve de créativité. Et donc, ce n'est pas rendre service. C'est un peu la distinction que tu faisais à la dernière fois, qui était brillant. C'est pas la mienne, c'est celle de Maximilien. Elle est très bien. Elle est très bien. Il y a des choses sans cadre précis, isolées d'un contexte, d'un filtre, d'une sélection. Il y a des éléments qui ne peuvent pas être comme ça... ça va nous prendre quoi de traiter tous les aspects lors du mastermind? Au moins 2 jours. Sur le cheval. Non, sur le cheval la de totalité, Troie. après, c'est une somme. Ouais. C'est une structuration. C'est vraiment. Il n'y a pas que l'aspect financier. Et ça permet de se placer sur plusieurs dossiers en même temps, en Exactement. parallèle, parce que tous les dossiers ne conduisent pas à une. Alors, je préfère le terme concomitant qu'en parallèle. Concomitant, excuse-moi, Fouad. Je t'en prie, c'est moi qui t'excuse. Et finalement, la grande leçon de tout ça, c'est que on a une méthode maintenant qui est reproductible. Et c'est ça qui est le plus important, c'est comme en immobilier. Ouais. Et tu peux même aller sur plus de dossiers, presque. Tout à fait. Et je repensais à... Il n'y a pas de limite, en fait, au nombre de dossiers. Parce que j'expliquais à Fouad au début sur la présentation du financement. Il y a une limite aux opportunités. On revient dans la notion d'opportunité sur le... Non, pas avec le papy boom. Il y a 30 000 sociétés par an qui ne trouvent pas repreneur. 80 000. 80 000 sociétés. Sont en vente chaque année et ne sont pas reprises. Mais, toute société après, n'est pas bonne à reprendre. Tu as des critères. Ce que je veux dire par là, c'est que selon tes critères, tu ne vas pas forcément racheter les 4... Enfin, tu vois, dans les 80 000, tu vas faire tes choix aussi. Non, mais surtout les gens qui prônent ce nombre-là, bizarrement, ils n'ont pas beaucoup de sociétés autres que la société de formation sur ça. N'achetez pas la société qui accepte, achetez la société qui vous enrichira, sur laquelle vous pourrez faire rayonner. Ça ne sert à rien d'acheter pour acheter, c'est comme un immobilier. C'est un choix délibéré, dans notre cas, qui s'oppose à un choix par défaut. Alors, je repense à un truc à table, à midi. En fait, moi, j'ai racheté 2 entreprises. En 2016, j'ai racheté 2 points de vente en franchise, en fait, dans le cadre de l'automobile. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas forcément les connaissances et j'avais commis un certain nombre d'erreurs qui, finalement, ont pu être évitées sur cette entreprise en 2024 grâce à l'expérience des 2 acquisitions 2016. Non, mais C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à acheter de l'immobilier commercial et à voir grand. C'était Madeleine pour vous donner envie de nous écouter sur la reprise d'entreprise et de nous suivre sur le prochain sujet. C'était Hugo pour faire en sorte que vous n'ignorez pas de rajouter une love room en haut de votre entreprise rachetée. Prenez soin de vous, merci à tous et on se retrouve dans un prochain épisode où nous parlerons Crédit Vendeur, l'arme à double tranchant. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.